Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom et heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Aujourd'hui, 4e volet de notre semaine sur la Côte d'Ivoire avec un dossier consacré à la politique de construction des infrastructures. Au programme également de cette émission, le retour à la tête du Burkina Faso du président de la transition Michel Kafando une semaine après le coup d'État. Et au Burundi se pose la question de la reprise des négociations. L'Église catholique appelle à un dialogue inclusif. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Kader Diaby, vous êtes représentant Europe de la société civile ivoirienne. Bienvenue. Merci. Bonjour. Et avec nous également nos éditorialistes, Alfred Chongo, bienvenue. Merci Fanny de vous retrouver sur ce plateau. C'est une joie immense puisque ça faisait un bon moment et puis à mes très chères téléspectatrices aussi. Et Samuel Guingois, bienvenue. Merci Fanny, ravi de vous revoir. Tout de suite l'actualité du jour. Une semaine après le coup d'État militaire, les autorités de transition ont donc été rétablies au Burkina Faso. La réinstallation officielle du président Michel Kafando a d'ailleurs eu lieu ce mercredi en présence de plusieurs chefs d'État de la sous-région. Un reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. Le retour de la transition effective au Burkina Faso. Une semaine après le coup d'État perpétré par le général Gilbert Diendéré et le régiment de sécurité présidentielle le 16 septembre 2015, le président Michel Kafando reprend fonction. Les institutions de la transition ont été rétablies ce mercredi 23 septembre 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso. Une cérémonie à un retour à l'ordre normal qui symbolise pour Michel Kafando la poursuite de la transition vers une élection libre et apaisée au Burkina Faso. Je puis vous assurer que nous restons déterminés à poursuivre cette exaltante mission que les Burkinabés nous ont confiée, celle de mettre en place des institutions crédibles et fiables pour l'édification du Burkina nouveau que nous sommes décidés à bâtir dans la démocratie vraie et dans la justice. C'est pourquoi, advienne que pourra, et en dépit de l'endurance et de l'acharnement des forces du mal, nous relèverons le défi. Dans la nuit du mardi à mercredi, un accord a été signé entre les chefs de corps de l'armée loyaliste et le régiment de sécurité présidentielle. Un accord dont les points sont entre autres la sécurité des membres de ce régiment, un cantonnement des éléments du RSP au camp Nabakoum 2, ainsi que le point de leurs armements. Un accord d'apaisement salué par la CEDEAO. Je voudrais me féliciter de la signature de l'accord d'apaisement intervenu hier nuit entre, au sein de l'armée burkinabé. Mes chers frères, au cours de notre séjour ici, nous prendrons les dispositions nécessaires pour que nos chers chefs d'état-major aillent constater le début de la mise en œuvre de l'accord d'apaisement. Les présidents du Bénin Thomas Bouni Yayi, du Ghana John Dramani Mahama, du Niger Mahamoudou Issoufou, ainsi que le vice-président nigérien Yemi Osinbajo ont assisté à la cérémonie. Le putsch avait porté un brusque coup d'arrêt à l'organisation des élections générales initialement prévues pour le 11 octobre 2015. Alfred, pendant cette cérémonie de réinstallation des autorités de transition, à savoir le président et le Premier ministre, le général Diendéré s'est aussi exprimé. Il a dit, je cite, « Le putsch est terminé, on n'en parle plus ». Est-ce que c'est aussi facile que ça ? Fanny, je dirais d'abord que c'était prévisible, c'est un coup de fusil dans l'eau, et on sait, un coup de fusil dans l'eau, ça ne mène nulle part. C'est-à-dire que c'était une aventure que le général Diendéré a lancée comme ça, pour essayer d'interrompre le processus, mais il n'avait pas mesuré à sa juste mesure, un, la résistance du peuple burkinabé, deux, la détermination de la communauté internationale, ensuite de la CEDEAO, pour faire barrage justement à ce coup d'État. Il aurait voulu faire dissoudre le RSP qui ne se serait pas pris autrement, et je pense que là maintenant légitimement le RSP est mort, il peut être dissous sans aucun problème.
Mais ça n'est pas fini, puisque de toute façon, malgré l'accord, le peuple burkinabé exige que les putschistes soient poursuivis devant la justice pour répondre de leurs actes. Là encore, je peux saluer quand même le panache de Diendéré. Il a affirmé qu'il est prêt à aller devant la justice pour répondre justement de son acte. Maintenant, il faut espérer que les autorités politiques qui viennent d'être rétablies dans leurs fonctions puissent mener jusqu'à son terme le processus de transition, et c'est le souhait de tout le monde. Alors Samuel, justement pour l'heure, le sort réservé à ces putschistes du RSP reste inconnu. Ces soldats ont demandé à bénéficier de l'amnistie, c'était d'ailleurs dans le projet d'accord. Est-ce qu'il faut régler rapidement cette question du RSP ? Je crois qu'il faut régler cette question, mais elle reste très subtile, elle reste très délicate. Ce d'autant plus que, même si elle est réglée, il y aura un autre problème qui va se poser. Même si on accorde une amnistie aux ex-putschistes, la question de la cohabitation entre les ex-putschistes qui vont être reversés dans leurs corps respectifs, dans l'armée régulière, va se poser. Parce qu'on a vu que le chef d'état-major des armées a fait publier un communiqué qui réprimait en quelque sorte l'acte qui a été posé par ces putschistes et qui a rappelé à ces derniers le caractère républicain des missions que l'armée doit accomplir vis-à-vis de la population. Donc lui qui est resté loyaliste, lui qui est resté républicain, saura peut-être utiliser la souplesse qu'il peut incarner pour asseoir la stabilité au sein des rangs militaires. Mais s'il veut respecter la déontologie militaire, je crois que des sanctions, au-delà de l'amnistie, pourront être réservées aux anciens putschistes qui ont failli à leur mission régalienne. Donc il y a là ce problème, cette problématique de la cohabitation entre les ex-putschistes et l'armée loyaliste qui va se poser. Ensuite, il va falloir passer à l'organisation des élections. Est-ce que les élections, finalement, vont se dérouler dans une atmosphère, dans un environnement beaucoup plus inclusif, c'est-à-dire que ceux qui avaient été écartés initialement puissent prendre part au processus électoral. Donc voilà un tout petit peu les éléments qui vont structurer la poursuite de cette transition de courte durée qui reste. Kader Diaby, que vous inspire cette situation au Burkina Faso, vous qui êtes originaire de la Côte d'Ivoire? Mais écoutez, le Burkina Faso est un pays ami de la Côte d'Ivoire et la situation qui arrive au Burkina aujourd'hui me touche particulièrement dans la mesure où, vous savez, tout ce qui arrive au Burkina peut affecter directement la Côte d'Ivoire. Il y a une certaine porosité au niveau des frontières qui fait que ce qui arrive là, ce produit peut avoir des répercussions directes. Mais au-delà de cela, de ces considérations, je dirais, géopolitiques, moi, ce que ça m'inspire, la Côte d'Ivoire sort d'une crise qui a été très meurtrière, 3000 morts, on en a encore les souvenirs. Ce qui est arrivé récemment au Burkina, je dirais, c'est de la folie humaine, en fait. On ne peut pas se lever comme cela alors qu'un processus de transition est lancé et venir déstabiliser. Vous savez, une semaine d'arrêt, une semaine de putsch, ça a été la fermeture des aéroports, ça a été la fermeture des administrations, mais au final, qui paye? C'est la population. Et là, je tiens à saluer dans cet événement-là, dans ce cas précis, la détermination de la communauté internationale et aussi la détermination aussi de la diplomatie sous-régionale qui a permis aussi d'arriver très rapidement à un accord. Mais ce qu'il faudrait, parce que ce n'est pas suffisant, c'est de permettre que les élections se déroulent assez rapidement, initialement prévu le 11 octobre. Il faut arriver rapidement à des élections. Il faut que ces élections soient ouvertes à tous, de façon à ce qu'on soit partisan de l'ancien président de la République, dont Blaise Compaoré ou autre, que tout le monde puisse compétir en fait à ce scrutin. Merci. L'autre actualité, c'est le Burundi où se pose la question de la reprise des négociations. L'Église catholique, très puissante dans le pays, appelle à un dialogue inclusif. Le gouvernement répond oui sur le principe, mais refuse toute discussion avec les opposants poursuivis pour insurrection. Lisa Siakizimana. L'Église catholique appelle à la reprise des négociations inclusives au Burundi. C'est à travers un message lu dans toutes les paroisses du pays dimanche 20 septembre 2015 et diffusé ce mardi à la radio confessionnelle Radio Maria que les évêques catholiques ont recommandé les acteurs politiques de regagner la table des négociations. Nous devons accepter de nous asseoir ensemble sans exclure personne afin de trouver
diagnostiquer ensemble la maladie qui nous afflige et trouver le remède approprié. Le gouvernement burundais n'a pas tardé à réagir face à cet appel. Mercredi 23 septembre 2015, les autorités burundaises ont fait savoir qu'elles étaient prêtes à dialoguer, mais sans les personnes poursuivies pour insurrection. Le gouvernement est tout à fait d'accord avec la proposition du dialogue de l'Église catholique, mais il n'y aura jamais de négociation avec ceux qui sont poursuivis pour insurrection et veulent ramener notre pays dans le chaos et la guerre. Le 17 septembre 2015, le procureur général a annoncé l'émission de mandats internationaux contre les opposants au troisième mandat. Ces mandats d'arrêt visent, entre autres, les membres du Sénarède, le Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi et de la restauration de l'état de droit, un organe qui rassemble des partis politiques de l'opposition dite radicale et des représentants de la société civile. Les deux forces antagonistes au Burundi sont le CNDD-FDD et le Sénarède, l'opposition regroupée au sein du Sénarède. Donc, si le pouvoir veut discuter avec d'autres partis, d'autres opposants hors Sénarède, ça veut dire qu'il faut négocier avec Ouassa qui est déjà dans les institutions. Il n'y aura pas de paix au Burundi, disons, sans la négociation avec le Sénarède, parce que le Sénarède dispose d'une certaine force diplomatique et politique. Et dans ces jours, on ne sait pas exactement si, au niveau de la rébellion, le Sénarède n'est pas impliqué. Donc, il faut une négociation à deux. Le dialogue entre le pouvoir, l'opposition et la société civile a été interrompu le 19 juillet 2015. Pour l'heure, le gouvernement burundais souhaite un dialogue sans médiateur étranger, mais n'exclut pas le retour de Yoweri Museveni, président ougandais, désigné par les chefs d'État de l'East African Community pour assurer la médiation au Burundi. Samuel, le gouvernement burundais veut bien négocier, il dit oui sur le principe, mais sans la majorité des opposants qui sont poursuivis pour insurrection. Est-ce que ce n'est pas un message contradictoire ? C'est un message contradictoire et je pense que cette volonté de reprise du dialogue est teintée de beaucoup de blocages d'entrée de jeu parce que le gouvernement pose des conditions qui sont, de son point de vue, irréversibles. Des points sur lesquels il n'est pas question de négocier, notamment le retour de ceux qui sont qualifiés, entre guillemets, de putschistes. Ceux qui sont à l'étranger sont ceux qui ont fui les hostilités. Il y en a peut-être ceux qui ont participé au putsch. Ça relève de la responsabilité gouvernementale de montrer beaucoup de souplesse pour matérialiser ce discours, cette reprise du dialogue interburundais inclusif. Sans ce discours, sans cette reprise du dialogue inclusif, je ne pense pas qu'il y aura une stabilité durable au Burundi. Aujourd'hui, l'opposition est complètement affaiblie depuis que le principal leader de l'opposition est rentré au Parlement et c'est un de ses fidèles nommé au gouvernement. Aujourd'hui, quand on parle de Sénarède, le Sénarède mobilise à la fois cette opposition qui est demeurée radicale et cette société civile qui s'est exprimée sur le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Donc si on exclut aussi le Sénarède dans le processus de dialogue inclusif, je ne vois pas en quoi il y aura reprise du dialogue. Parce que du point de vue du gouvernement, il y a déjà eu reprise du dialogue à partir du moment où le principal leader d'opposition avec main dans la main avec le gouvernement, ont entamé des tournées au niveau régional pour légitimer les institutions issues des dernières élections. Donc pour que ce dialogue soit véritablement inclusif, il faut la participation de tous les acteurs, qu'ils soient à l'intérieur du Burundi ou à l'extérieur du Burundi. Alfred, dans un pays où aujourd'hui le quotidien sont des assassinats de personnalités, des disparitions, des arrestations qu'on peut qualifier, enfin que certains qualifient d'arbitraires, qu'est-ce que peut amener à un dialogue, un nouveau dialogue ? Fanny, dès la réélection de Pierre Nkurunziza, le secrétaire général des Nations Unies avait appelé justement à cette reprise du dialogue inter-burundais pour arriver justement à aplanir et à assainir le climat politique qui est si tendu au Burundi. Avec des assassinats, des arrestations entre guillemets arbitraires,
Là, on voit l'Église catholique s'inscrire justement dans la continuité de cet appel du Conseil du secrétaire général des Nations Unies, ce qui est effectivement une bonne chose. Il faut toujours préférer le dialogue autour de la table à l'intransigeance dont fait preuve le pouvoir, parce qu'au fond, en réalité, cette intransigeance est liée au fait que, Samuel a rappelé, le fait qu'Agathon Rwasa s'est rallié au pouvoir en place, il a du coup dynamité l'opposition, et ça légitime au fond cette intransigeance, mais je ne pense pas que le pouvoir en place aujourd'hui au Burundi puisse s'en sortir sans l'acceptation d'un dialogue sans condition avec tous les Burundais. Merci messieurs, nous avons marqué une courte pause. Un instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.